Bien le bonjour tout le monde. J'utilise la nouvelle application StreamYard et puis j'adore le petit message que je vois lorsque le décompte se fait pour arriver au temps et c'est marqué It's showtime. Et oui, c'est vendredi. Vendredi midi, les amis, la semaine, une autre semaine de terminer. On a pratiquement le premier mois de l'année qui est déjà entamé. Donc, pour ceux qui avaient des objectifs spécifiques pour la fin du mois de janvier, reste encore 3 jours, dont un jour, lundi prochain, qui va être une journée de sprint pour certains. Écoutez, je me considère béni depuis le début de l'année. Je vois que j'ai un petit problème de connexion, excusez-moi. Excellent. J'ai des excellents invités. Il y a eu Jean-François Latendresse qui est venu, pour ceux qui ont eu la chance d'écouter l'entrevue de Jean-François Latendresse où on parlait d'affronter ses peurs, affronter ses craintes. Il y a mon fils également, Andrew, qui est venu la semaine passée nous parler à 17 ans de son expérience, son entraînement dans les forces armées. Donc, le côté discipline d'un jeune qui était rivé sur son écran d'ordinateur, difficulté d'apprentissage et qui, du jour au lendemain, doit se lever à 4h30. D'ailleurs, il retournait aujourd'hui. Demain, pour lui, c'est le retour de la phase 2 de son entraînement. Et aujourd'hui, écoutez, on a vraiment un invité de marque, Gregor Osbolt. Et Greg qui a accompli quelque chose de vraiment exceptionnel. Et c'est pas autant pour son accomplissement que je veux qu'il soit là, mais pour vous reconnecter, vous, avec des choses parfois qui vont nous inspirer. Reconnecter avec des choses et apprendre de ceux qui ont réussi à faire ça. C'est tout un exploit, on le sait, mais souvent, avant un exploit et avant de se lancer dans quelque chose de grand comme ça, souvent, il y a une place pour, sans dire une dépression, mais souvent, on va passer à travers un creux et c'est le défi qu'on va se lancer à soi-même qui va faire qu'on va revenir au sommet sur notre Everest. Alors, j'ai bien hâte de parler avec vous, avec Grégor, qu'il nous raconte, de où il vient, et puis, qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête de décider de traverser la Manche à la nage, avec tout ce que ça implique. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Grégor entrer. Salut, Greg. Oups, on a un petit peu, on l'a perdu. Je vais voir si on ne peut pas essayer de reprendre la connexion ici. Les joies du live, mes amis. Et Greg, si tu veux te connecter sur... attendez un petit peu, on va essayer de régler le problème par ici. Traverser la Manche, pro. Écoutez, je crois que je vais... OK, Greg, je vois que tu es revenu. Ouais, c'est bon. J'ai eu Ah, un tout petit problème de connexion. non, non, mais je vois que j'en ai un, moi aussi, Greg, de mon côté, parce qu'on diffuse sur 3 pages en même temps, puis j'en ai une que, pour une raison inconnue, qui m'indique qu'elle n'est pas connectée, qui est la page Pas de principale. Mais problème. bon, ça demeure résident. Comment ça va, toi? Ça va très bien, très bien. Fin de journée ici, ici en France. Il Ouais, va toi, tu être es à 18h, Lyon, je donc crois, hein? ouais, exactement. J'habite à Lyon. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est pas très loin de la Suisse et c'est vraiment à la moitié de la France. On a 2 heures de Paris et 2 heures du sud de la France. Donc c'est plutôt bien placé et pas très loin des montagnes pour aller skier. Donc c'est plutôt sympa. Puis ce qui est un peu exceptionnel, c'est qu'à Lyon, on n'a pas accès à la mer non plus. Non, à Lyon, on n'a pas accès à la mer et en plus, je suis assez loin du défi que je me Ben suis lancé oui, puisque c'est vraiment entre l'Angleterre et la France, donc c'est vraiment en ben oui, plein ben nord. oui. Mais t'inquiète, on a accès à l'eau. Avant qu'on entre dans ce défi-là, Grégor, parce que j'ai vraiment hâte d'entendre ton histoire d'ailleurs, comme je t'indiquais, j'ai trouvé ce matin une vidéo de toi lorsque tu arrives. J'ai hâte de parler de cette scène-là parce qu'on te voit vraiment épuisé, sans point de repère. Évidemment,
c'est la fin du périple, c'est que tu le réussis. J'ai hâte de parler de cette section-là. Mais avant qu'on rentre dans cette partie-là, j'aimerais ça peut-être pour les besoins des auditeurs, tu nous parles d'un avec un nom de famille comme le tien. J'aimerais connaître tes origines, ta famille vient de où? Et alors, je te laisse te présenter un peu, Grégor. Yes, bah, moi je m'appelle Gregor Osbolt et donc pour répondre à ta question, Gregor c'est slovène et Osbolt c'est polonais et OK. en fait j'ai une famille qui vient, des pays de l'Est, qui a vachement été brassée pendant la Seconde Guerre mondiale, et on vient une partie des pays de l'Est, mais juste de mes grands-parents pour te dire ah ma caméra fait un peu de bug. Juste pour te dire de mes grands-parents, je viens, enfin j'ai 4 origines différentes, la France, l'Allemagne, la Slovénie et la Pologne. Donc je suis vraiment un brassage, un pur brassage européen, qui émane de la guerre. Donc voilà d'où vient mon nom et mon C'est prénom pour comme, le coup. t'es comme une soupe minstrel, toi, là. Ouais, je suis un melting pot, je suis une grande soupe, je suis une grande soupe européenne, quoi. Je suis OK, une très grande OK, soupe c'est européenne. bien. C'est bien. Puis dis-moi, donc, Lyon, c'est maintenant ton camp de base, si on peut dire. C'est là où tu demeures à l'année? Ouais, exactement. C'est une ville que j'aime beaucoup. Moi, pour le coup, je suis né à Paris, mais je suis parti quand j'étais assez petit. Et ensuite, j'ai suivi ma famille. Bien sûr, à l'âge de 6 ans, on n'a pas de voix dans la famille pour dire qu'on a envie de rester à Paris. Et on est parti vivre dans une petite région qui s'appelle l'Ain. Et mon père a racheté une entreprise là-bas. Et donc, j'avais la chance de pouvoir voir mon père tous les jours, parce que son entreprise était accolée à notre maison, et j'ai vécu une quinzaine d'années dans les champs. Enfin, c'était vraiment incroyable, dans un endroit vraiment, un tout petit village où il devait y avoir moins de 500 âmes. Et ensuite en grandissant, j'ai pas mal bougé, et j'ai vécu un peu de partout en France et aussi un peu à l'étranger, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande et un petit peu dans des pays asiatiques, où OK. j'ai pas mal bougé. Donc voilà. Et Tu as aujourd'hui, je suis roulé ta fixé bosse, vraiment à puis, Lyon. ben oui. Puis dis-moi, Grégoire, ce côté-là, parce que les gens ne savent peut-être pas, mais tu as mis au monde plusieurs entreprises que tu as aussi Ouais. vendues. Ça te vient de où, ce goût-là de l'entrepreneuriat qui est très présent en toi? Euh, pour la petite anecdote, moi je suis maçon de formation. Je saurais construire une maison. J'ai travaillé pendant 8 ans dans ces métiers-là. Et OK. je suis ce qu'on appelle passé conducteur de travaux à la fin. Donc je faisais de la gestion de chantier tout en apprentissage. Donc ça, c'est vraiment mes premiers amours. Mais comme j'ai toujours eu énormément de mal à rester dans les shoes de quelqu'un d'autre, mon corps est plutôt bien fait, et je passe mon temps à me réexaminer pour savoir si je suis à ma bonne place, et si c'est ce qui me va. Et j'ai adoré les métiers du bâtiment, que je trouve incroyables mais qui n'étaient pas faits pour moi. Et donc, en fait, jusqu'à que je crée ma première entreprise, j'en ai créé en tout trois. Et d'où c'est né, j'ai un père qui était chef d'entreprise, et c'est né d'une frustration. Malheureusement, à l'âge de 20 ans, j'ai perdu mon papa et il a fallu gérer son entreprise. Et en fait, ça a créé énormément de frustration en moi, parce que j'ai pas eu le temps d'échanger avec lui sur son acte entrepreneurial. Et d'un autre côté, on a dû très rapidement faire quelque chose de cette entreprise. Et donc, j'ai aidé à ma petite échelle à faire cette passation. Et ça a été à un moment donné, à l'âge de 20 ans, assez difficile. Et c'est ce qui m'a donné Wow. goût à l'apprentissage de l'entrepreneuriat très rapidement, pour me lancer à l'âge de 27 ans, donc 7 ans plus tard, 6-7 ans plus tard, à créer ma première entreprise, ma première boîte. Voilà, c'est comme ça qu'est né mon goût de l'entrepreneuriat. Wow, 20 ans pour perdre son père, c'est quand même un événement marquant dans une vie, là. C'est fondateur, ouais. Ouais, ouais, très clairement, pour moi, et notamment, pour ce que je fais aujourd'hui, et de manière générale, c'est tout le travail émotionnel de deuil qu'il y a à faire derrière. Enfin, Ben voilà, oui. c'est quelque chose, d'hyper, enfin, ça fait partie de la vie, et quand on y est confronté, de toute façon, à un moment donné, il faut en faire quelque chose. Voilà, il faut le transformer, et voilà, moi, j'ai trouvé cette manière-là, notamment par l'entrepreneuriat, de transformer ça et de cet apprentissage-là. Puis dis-moi, Greg, aujourd'hui, donc, tu es coach, hein, c'est ça? Tu aides Ouais. les gens à aller chercher leurs rêves, à aller atteindre. Donc, tu leur donnes des outils, le mindset, c'est ça, hein?
comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai une passion et c'est arrivé à l'âge de 21 ans à ouvrir des premiers bouquins de développement personnel, d'ailleurs, qui ont un premier bouquin qui m'a été tendu par ma grande sœur parce que j'étais dans un tel lieu émotionnel complexe. Elle m'a dit, tiens, lis ça et essaye de voir. Et d'ailleurs, le premier bouquin qui m'a été tendu est celle de celui qui est très connu chez vous, qui est Tony Robbins. Dedans, il y a inscrire quels sont ses rêves, ce qu'on veut faire, avoir, être ou donner. Et j'ai écrit plusieurs de mes rêves à l'âge de 21 ans, mais je les avais toujours laissés un petit peu de côté, en me laissant un petit peu balloter par la vie. Et en fait, jusqu'au jour où j'ai commencé à mettre en place, c'était de créer ma première entreprise, ça a été de me remettre au sport parce que ça n'a pas toujours été le cas, ça a été d'avoir une hygiène de vie qui me ressemblait beaucoup plus, ou comment je pouvais mettre mon énergie au service de la réalisation de ça. Et donc aujourd'hui, de tout cet apprentissage par l'expérience, par la manière dont je me suis formé et aujourd'hui par les gens que j'ai la chance d'accompagner, moi j'aide des gens à trouver leur place et je peux le faire et je le fais autant dans des prisons que dans des gros groupes internationaux comme LVMH ou des programmes d'intrapreneuriat. Moi, ce qui me touche, c'est d'aider des gens à trouver leur place parce que je pars de ce principe-là, plus on trouve sa place, plus on a de l'impact autour de nous. Plus on a de l'impact autour de nous, plus on va avoir de l'impact sur notre environnement au sens large et noble du terme. Et c'est ma mission et c'est ce qui me fait vibrer tous les jours, quoi. Donc, ouais, je crée Wow! du coaching pour le coup. Tu viens de piquer ma curiosité, là, Greg. Tu as dit même dans les prisons. Ouais. Tu peux-tu peut-être nous dire un peu comment est-ce qu'on peut aider les gens? Parfois, j'imagine, tu as dû rencontrer des gens très, très perdus, fermés, d'autres peut-être ouverts. J'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus. Pour l'instant, les prisons, c'est quelque chose que je suis en train de démarrer en ce moment. Donc, je n'ai pas encore un gros feedback OK. à te faire là-dessus. Mais me demande pas pourquoi, mais des fois, j'ai des espèces de fulgurances pour aller dans des environnements qui n'ont rien à voir avec moi. Et la Manche en est un, par exemple. Et c'est ça qui est important, c'est que j'ai des espèces de messages qui me font dire, tiens, j'aimerais bien aller là-bas. Et en fait, moi, ce que j'ai dans les prisons, c'est de pouvoir donner de la chance à des personnes qui ont commis des actes qui ont été répréhensibles, qui ont payé leurs dettes, et de savoir comment ils peuvent s'en servir pour, le mettre à leur service personnel et surtout au service de la société au sens large. Et en fait, c'est comment tu vas aller redonner de la confiance et redonner sa chance à des personnes qui n'ont pas fait forcément les meilleurs choix. Et j'essaye le moins possible de porter un jugement sur ce qu'ils ont fait avant, mais surtout de pouvoir donner la capacité de passer à des crans supplémentaires. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant dans l'histoire. Ce Et que c'est je- ce que j'aime dans le coaching, c'est de l'appliquer à plein de Ouais. choses, à l'hyper-performance, mais aussi à des personnes qui, à un moment donné, ont trébuché dans leur vie ou ont vécu des moments fondateurs, comme on en a parlé, par exemple, moi, ce que j'ai vécu avec mon père. C'est vraiment ces mécanismes-là, moi, qui me fascinent et qui m'intéressent, pour le coup. Ce que j'entends, tu disais au début, donc tu es très, très connecté avec ton intuition, hein. Tu y laisses beaucoup de place, hein. Il y a des gens qui laissent presque pas de place à l'intuition. Tout doit être planifié. Et toi, ce que je comprends, c'est que tu as un bel équilibre entre les deux. Tu laisses place à ta création, ta créativité, mais en même temps, tu as cette grande capacité-là à mener à terme un projet d'envergure. L'intuition est une grande part, mais moi j'ai eu tendance à beaucoup la réprimer pendant très longtemps, à me dire qu'en fait c'est juste une voix qui est juste là, qui me donne juste un conseil. Et en fait, jusqu'au jour où tu vois, dans les mécanismes, moi notamment du deuil, où j'ai mis beaucoup de temps à m'apercevoir que j'étais pas à ma bonne place, surtout dans les métiers du bâtiment, il s'est passé plein de choses. Je me suis fait virer une fois d'un job alors que je savais pertinemment que ça n'était pas fait pour moi. Et que dans ma tête, j'avais cette voix qui me disait, Grégor, c'est pas pour toi, pourquoi tu y vas? Pourquoi tu vas absolument faire ça? Et en fait, j'ai petit appris, à force de me prendre des gamelles, à me dire, tiens, si j'écoutais un peu plus mon intuition. Et vraiment, pour aller aussi loin là-dedans, c'est que je t'ai dit, quand j'ai pris ce fameux livre et que j'ai écrit ce que je voulais faire, avoir, être et donner, je les ai écrits vraiment en écriture automatique. J'ai jamais trop mis le nez dedans, mais je me suis rendu compte, et ces fiches sont pas très loin là d'ailleurs, j'ai remis le nez dedans 10 ans plus tard. Et ce qui est assez dingue, c'est que je me suis rendu compte que j'en ai réalisé les trois quarts.
Donc, j'étais Wow! pas totalement que focus dessus, mais la traversée de la Manche, avant de me dire je vais me mettre à le faire, je l'avais écrit 7 ans avant. Et c'était toujours là, et c'était là, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai laissé passer le truc. C'était pas le bon moment, et hop, comme de créer ma première entreprise. Et d'ailleurs, avec le recul, j'aurais dû écrire créer une entreprise profitable et rentable qui me permette de pouvoir en vivre. Ça m'aurait peut-être permis de pouvoir me développer plus entrepreneurialement. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais voilà, pour le coup. Fait que Et là, donc, j'essaye de faire de la place à mon intuition aujourd'hui. fait qu'arrivons donc, la traversée de la Manche, donc c'est quelque Ouais. chose qui était derrière toi un peu. C'était quoi? Est-ce que tu te souviens d'un moment déclencheur où tu dis, OK, enough is enough, je le fais? Y a-tu une Euh, journée où doucement, ça s'est passé comment? En fait, c'est la multiplicité de plein de petits détails et de plein de petits déclics. Pas un jour, je me suis réveillé en me disant, oh, je vais aller faire la traversée de la Manche à la nage. En fait, c'est vraiment la multiplicité de plein de déclics. Donc, le premier déclic a été celui de l'inscrire sur cette fameuse feuille. J'ai toujours voulu faire quelque chose de sportivement très haut, très grand, parce que j'ai toujours aimé le sport. Mais après le décès de mon père, je me suis totalement affalé. Je faisais plus du tout du sport. Pour te dire, je fumais un paquet de clopes par jour. Je sortais vraiment beaucoup, je buvais beaucoup. Wow! Vraiment, j'essayais de tout faire pour foutre sous le tapis toutes les émotions les plus désagréables possibles et imaginables. Et ma sœur, un jour, a pris cette caricature que je trouvais très intéressante. Tu sais, c'est comme si j'étais une petite biche sur une autoroute en pleine nuit, verglacée, tu vois, sur une autoroute québécoise, verglacée en voyant des phares et en attendant que je me fasse smasher. Et en fait, c'est venu de ça, un moment de me dire, OK, intellectuellement, c'est le néant autour de toi. Sortir tout le temps, ça t'apporte rien. Et ne pas aller voir ses émotions, ça t'apporte pas grand-chose. Et en fait, donc c'est le premier déclic a été cette écriture-là, de tout ce que je voudrais faire, avoir, être, et surtout donner, quelque chose d'hyper important pour moi. Et ensuite, ça a été plein de micro-mécanismes. Et l'un de ceux-là, ça a été après la fin et la revente de ma troisième structure dans laquelle j'ai participé, et on a revendu cette structure, et j'avais plus rien autour de moi. Et en fait, cette idée est venue en me disant, et si c'était le moment d'entreprendre quelque chose de plus grand dans ta vie? Et en fait, j'ai commencé à faire le tour autour de ça, et le déclic est venu un de ces jours où j'étais derrière mon ordinateur, comme tout le monde se met derrière son ordinateur, procrastine en regardant une belle petite vidéo YouTube en se disant ça va durer que 5 minutes. Et en fait, ça dure 1 heure parce qu'on est pris par la vidéo d'après, 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 d'après. Et en fait, je tombe sur ce mec qui habite pas très loin de chez moi, et qui est le 15e Français à avoir traversé la Manche à la nage. Et là, d'un coup, j'ai ce truc qui me revient en me disant, et mec, pourquoi pas toi? Et en fait, ça en est venu comme ça à me dire, OK, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Et ma première réaction a été celle-ci. Elle est d'aller prendre mon sac de piscine et d'aller nager, en ayant cette idée en tête et en tournant les bras, et tu vois, et d'y aller, de commencer à aller nager. Pas en parler à droite, à gauche, mais mon premier acte a été, OK, aujourd'hui, c'est ma première brasse et ma première brassée pour pouvoir me mettre à la réalisation de ça. Et donc, voilà, cet acte, il a été celui-ci. Et il y en a une deuxième, c'est avec la personne avec qui je partageais ma vie à l'époque, pour qui j'ai une estime incroyable. Et en fait, malheureusement, elle est tombée malade. Et, euh, et moi qui ai beaucoup voyagé, je voulais lui montrer le voyage. Et on voulait partir faire le tour du monde, et ça ne s'est pas fait parce qu'elle devait rester à Lyon. Il y a vraiment pire, hein, comme situation, mais il fallait vraiment qu'elle reste à un point fixe. Et en fait, on s'est morfondu pendant 2, 3 jours, et au bout d'un moment, on s'est regardé et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et qu'est-ce que tu as envie de faire toi? Et on avait tous les deux des grandes envies, des grandes ambitions. On s'est beaucoup soutenus. Et elle est écrivain. Et en fait, elle avait déjà écrit plusieurs romans, et qu'elle avait envoyé à des maisons d'édition. Son rêve était d'être publié par des maisons d'édition. Elle avait été repérée, mais avec des romans
qui n'était pas encore publiable en l'état. Et on s'est regardé et on s'est tous les deux challengés en disant, vas-y, toi, je te donne un an pour écrire ton roman et te faire publier par un des majors. Et moi, c'est de préparer la traversée de la Manche. Et en fait, il y a eu cette espèce de déclic mutuel là-dessus. Et voilà, et on s'est mis en action sur cette thématique-là. Et c'est un des déclics qui a fait ça, qui a fait qu'on s'est mis en action tous les deux. Wow! Dis-moi, Grégoire, comment est-ce qu'on fait? Donc, à partir du moment où tu te dis, OK, c'est pour moi, je le laissais, est-ce que c'est long se fixer une date précise où tu as un parcours à faire pour te rendre là, où la date se fixe, parce que dans le fond, tu n'étais pas vraiment tout à fait conscient de tout ce que ça prenait, ce que ça l'impliquait. J'imagine que tu l'as découvert un peu à mesure que tu avançais. Complètement. En fait, pour resituer la traversée de la Manche à la nage, donc c'est rallier l'Angleterre à la France, juste muni d'un slip de bain, qui est là d'ailleurs, tiens. Mon slip de bain, une paire de lunettes qui coûte 6 euros et un bonnet qui doit coûter 6 euros. J'aime me remettre dans le contexte parce qu'en fait, je vois énormément de sportifs avec des combinaisons qui coûtent plus cher que tout le matériel que j'ai acheté pendant 10 ans. Et c'est ça que je trouve assez drôle. Et donc, moi, je l'ai fait. Donc, la traversée de la Manche à la nage, à vol d'oiseau, c'est 33,5 km de côte à côte. Mais sans les courants. Donc, c'est vraiment en ligne droite à vol d'oiseau. Ensuite, la problématique de la traversée de la Manche, elle est multiple. La première, c'est que c'est le froid. On est dans une eau à 16 degrés. Et donc, la problématique de l'eau à 16 degrés, c'est qu'on va y rester plus d'une dizaine d'heures et que derrière, il faut préparer son corps pour pouvoir recevoir 16 degrés. Ce n'est pas 16 degrés linéaires parce qu'on descend sur des plaques de 11, ça remonte à 18, 11, 18, ça bouge beaucoup. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, comme je viens de le dire, c'est le courant. Et il y a un endroit qu'on appelle, pour tous ceux qui tentent et qui font la tentative, il y a à peu près 250 tentatives par an et il y a 85-87% de taux d'échec. Donc, Wow! ça emmène déjà à se poser la question, OK, qu'est-ce que je fais? Il y a un plus grand risque que ça ne marche pas. Et la partie du taux d'échec, donc la première, c'est l'hypothermie, donc la non-préparation au froid. La deuxième, c'est d'être capable d'accélérer en arrivant sur la plage en France à 800. Et parce qu'il y a un courant de face, et là, c'est inch by inch. C'est vraiment centimètre par centimètre pour pouvoir accéder à cette plage, parce que c'est vraiment un courant de face. Et moi, pour le coup, j'avais déjà nagé 12 heures, et j'en avais encore pour 2 heures, et il fallait que je suraccélère derrière. Donc, ça c'est vraiment l'autre point. Et ensuite, à gérer ses peurs, parce qu'on est suivi par un bateau, et ça, c'est l'obligation qu'on a de manière générale. Et donc, sur cette obligation d'avoir un bateau, c'est de pouvoir concrètement de prouver que l'on peut nager plus de 6 heures dans une eau en dessous de 14 degrés et de ne pas avoir de problème de santé. Donc, rien que d'avoir un bateau, c'est déjà quelque chose de très engageant pour la plupart des nageurs. Et donc, pour te dire, moi, j'ai mis 8 mois. J'ai vraiment mis 8 mois avant de me dire que je pouvais avoir un bateau. Et pour Wow! ça, il m'a fallu enchaîner par discipline de manière quasi quotidienne un entraînement que j'ai monté de toutes pièces de manière itérative en allant interviewer plein de personnalités différentes qui me permettaient de préparer plusieurs thématiques qui étaient la longue distance, la gestion du froid, la préparation mentale, parce que ce n'est pas parce que je suis coach en développement personnel que je n'ai pas besoin d'un sparring partner pour m'aider sur cette thématique. Et enfin, surtout, l'alimentation, parce que tu crames 10 000 kilocalories dans la journée. Donc, ça demande un très gros travail de préparation de ton corps pour pouvoir le faire. Et donc, c'est ce travail qui m'a permis, en fait, petit à petit, de cranter et de me dire, OK, là, je peux avoir un bateau. Donc, j'ai décomposé ça en me disant que moi, je veux traverser en août. La plupart des personnes réservent un bateau 2 ans avant, moi, ce que je n'ai pas du tout fait. En fait, moi, j'ai très vite compris qu'il y en a beaucoup qui annulaient avant parce que l'entraînement est tellement difficile en amont qu'il y en a beaucoup qui mettent à disposition leur slot
pour avoir un bateau derrière. Et donc, moi, j'allais racheter les slots au même prix, hein, et j'allais racheter ces slots-là aux différentes personnes. Donc, j'ai mis 8 mois à me convaincre que c'était possible, et on pourra parler de comment. Et ensuite, après, j'ai acheté un slot pour me dire, c'est dans une fenêtre entre le 9 et le 14 août, et c'est là que OK. ça va se passer, et c'est à ce moment donné là que ça va se passer. Puis, écoute, c'est fascinant, Greg, cette histoire-là. Puis, parle-moi un petit peu, pendant ces 9 mois-là, est-ce qu'il t'est arrivé des blessures ou des moments où tu as dit: «Bon, ça y est, c'est complètement fou, pourquoi je me suis lancé là-dedans?» Comment tu as vécu, parce que 9 mois d'entraînement, c'est quand même long parce que c'est exigeant mentalement, là, ce que tu parles là, là. C'est En pas fait, aller à la piscine 30 minutes, là. la plus grosse difficulté d'une traversée de la Manche, en fait, c'est vraiment la gestion du froid. Et en fait, moi, la première fois que j'ai mis, on a tous fait ça. Je ne sais pas si dans le chat j'ai des aficionados de la douche froide, mais on a tous mis en place. On a tous déjà essayé de mettre les pieds dans un lac gelé ou dans de l'eau vraiment froide, et ça laisse une marque indélébile de se dire, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et en fait, euh, vraiment, hein, c'est une question de petits pas. J'étais pas en train de me dire je vais traverser la Manche à la nage. À chaque fois, j'avais ça en ligne de mire parce que toute ma préparation mentale était axée et j'avais fondamentalement travaillé pourquoi je le faisais. Parce que j'en avais marre de voir des gens sur YouTube, sur le web, faire des trucs incroyables, et pourquoi pas moi. J'en avais marre. C'était un truc purement égoïste au départ. Le deuxième, c'était vraiment le pourquoi partager avec ma fiancée de l'époque, qui était vraiment, on avait ce truc-là. Et pour la petite anecdote, elle a été repérée et elle va bientôt publier son roman chez Ah! Interactions. Wow! Et ça, c'est incroyable parce que, en fait, c'est ce travail fondamental, et c'est vraiment ce pourquoi-là. Et enfin, il y en a un troisième, c'est que je voulais faire résonner ce que je faisais pour une association caritative d'un ami qui a malheureusement perdu sa fille. Et en fait, c'était vraiment de faire résonner ça. Et donc, c'est le travail, manière quasi quotidienne, de comment je peux surdépasser ce que j'ai fait le jour d'avant. Et donc, j'ai monté tout un protocole et tout un travail de fond pour aller surdépasser ça. Et pour te dire, quand j'ai démarré, et pour te donner les ordres de grandeur, c'est que la première fois que j'ai mis mes fesses dans un lac à 12 degrés, j'ai tenu 20 minutes. Ce qui est déjà pas mal, mais ce qui n'est pas énorme en soi. Aujourd'hui, à la fin de mon entraînement, et donc je ne suis pas passé de ça à ça, à la fin de mon entraînement, j'étais capable de tenir 1h30 dans de l'eau à 10 degrés. Et en fait, c'est ce travail tous les jours de repousser ces petits mécanismes et pour comprendre comment mon corps allait réagir. Donc pour ça, j'ai pris 7 kilos de graisse. Donc j'ai quand même bien mangé à la cantine. Et deuxièmement, j'ai appris à poser de manière quasi quotidienne un tout petit effort complémentaire. Et donc, ça m'a demandé de prendre des bains froids à la fin, 30 minutes dans de l'eau à 10 degrés sans bouger du tout, vraiment sur du froid statique. Et ensuite, après, je suis monté sur du froid dynamique en nage. Et donc, j'ai poussé mon corps dans ses retranchements. Et en fait, j'ai vraiment décomposé ma traversée. Donc, ça, c'est pour le froid. Et après, sur les conditions météorologiques, apprendre à nager dans le noir, qui peut être une peur fondamentale pour ceux qui aiment bien les requins. Apprendre aussi à nager dans des conditions météorologiques de tempête, ce que je suis allé faire en Méditerranée. Comprendre si on se fait piquer par une méduse, ce qui va se passer, ce qui est vraiment le lot de tout nageur d'ultra-distance, parce que tu ne peux pas passer une session sans te faire frôler par une méduse. Donc, voilà, c'est d'apprendre tous les différents mécanismes qui risquaient d'y avoir. Et ça, je l'ai fait par le faire, et je l'ai fait aussi par l'interview, en allant voir plein de personnes autour de moi pour comprendre comment eux avaient soit réussi la traversée de la Manche, ou avoir réalisé des trucs encore plus fous, ou des trucs un peu différents, mais qui allaient m'apprendre plein de choses que je pouvais tester et itérer. Donc voilà comment j'ai construit ça tous les jours. C'est fascinant, Greg, ce que tu racontes. Dis-moi, comment est-ce qu'on fait, Greg? Tu sais, tu parles, bon, nager la nuit, les courants, requins peut-être, les grosses vagues, les méduses, tu sais que tu vas te faire piquer probablement.
comment est-ce qu'on fait lorsqu'on arrive au jour J? Tu embarques dans l'eau pour ne pas paralyser. Les peurs, est-ce qu'elles sont complètement évacuées ou tu le sais qu'elles sont là et tu en es très conscient? Comment ça se passe dans ta tête quand tu arrives à ce moment-là? Hem, moi, j'avais une seule question à répondre quand j'étais sur le bateau pour te dire, moi, ma traversée a été en fait le 21 août. Ça a été beaucoup, postponé, beaucoup poussé parce qu'en fait, entre le 9 et le 14, et le 9 et le 14 août, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'il y a eu des typhons et la Manche est considérée comme l'Everest pour une raison très simple, c'est que tu as des changements météorologiques qui sont assez impressionnants et dedans. Donc ça, faut vraiment arriver à comprendre. Et donc moi, ça a été repoussé au 21 août, donc c'est à cette date-là. Et moi, ça a démarré à 2h07 du matin. Et en fait, j'ai killé toutes les peurs que je pouvais avoir. En fait, avant la traversée, je suis allé killer toutes les différentes peurs par plein de techniques. J'ai utilisé notamment l'EFT et j'adore raconter cette histoire parce que c'est très puissant. Je nageais dans un lac de EFT, haute Greg, montagne. pour Ouais, les besoins de l'auditeur, Greg, EFT, tu veux dire quoi? Emotional Freedom Technique. En fait, c'est OK. une technique qui va désémotionner les différents conditionnements, images, sensations qu'on peut avoir. On va désémotionner les émotions et vous allez comprendre ce que j'ai utilisé. Je nageais dans un grand lac de haute montagne, vraiment magnifique, plein mois d'août en plus. Donc, pas de problème de froid. Ça faisait 1h30 que je nageais, j'étais trop bien, j'avais tapé la traversée de ce lac, vraiment, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle le lac de Serponçon, vraiment magnifique. Et d'ailleurs, c'est de là où est née cette passion de l'eau libre. Et en fait, au loin, je vois une bouée et je commence à m'approcher de cette bouée. J'arrive devant cette bouée, je suis à 3 mètres de la bouée et je me dis, tiens, je vais aller la toucher. Et il m'arrive un truc physique assez impressionnant. J'ai la tête qui se met à bourdonner. J'ai le cœur qui accélère. J'ai le beat qui se tord totalement. Je suis obligé de me mettre sur ma bouée de sécurité que je tracte pour éviter pour rester vraiment à la surface. Et dans ma tête, j'ai cette musique qui apparaît. Ça fait ta-da, ta-da, ta-da. Et c'est la musique des Dents de la Mer. Je sais pas comment chez vous, je sais pas si c'est les Dents de la Mer, mais c'est Oui, Joe oui, oui, quoi. oui. Je suis dans un lac de haute montagne. Donc, impossible qu'il y ait un squale de 6 mètres qui traîne sous cette bouée. Mais en fait, en regardant le film, et je n'ai jamais eu peur des requins. Je suis allé nager en Australie, je suis allé nager en Nouvelle-Zélande, là où tu as les plus gros requins blancs qui traînent. C'est pas, moi, pour moi, le requin n'est pas une peur en soi. Et je te jure que j'avais peur des bouées. Et en fait, j'avais associé, parce que dans le film, le protagoniste tire un carreau dans l'aileron du requin, et en fait, c'est dans le 1, et en fait, tu as une corde accrochée, et sur cette corde, tu as une bouée blanche. Et en fait, si la bouée, ça veut dire que le requin est là, et si la bouée n'est pas là, ça veut dire que le requin a replongé. Et en fait, c'est une métaphore incroyable de la vie, parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de peurs qu'on va aller avoir alors que je suis dans un lac de haute montagne. Et il y a un débat entre mes deux cerveaux, hein. Il y en a qui me dit, mais si, Grégor, tu as vu le film comme moi, tu dis que c'est possible. Et d'un autre côté, qui te dit, mais enfin, voilà. Et pourtant, physiquement, je ressentais cette peur-là. Et donc, tu vois, c'est ce genre de choses que je suis allé travailler tous les jours, notamment avec l'EFT et notamment avec tout ce que j'avais vécu. Et voilà, et en fait, je suis allé travailler tout ça. Et moi, le jour où j'arrive sur mon bateau et avant de monter sur mon bateau, en fait, moi, j'ai monté une morning routine d'1 heure qui permettait de me mettre dans un état. Et d'ailleurs, si tu regardes ma vidéo de départ, quand tu regardes mes yeux, je suis autre part. En fait, je suis dans une concentration et en fait, dans ma tête, il y a cette phrase qui tourne et ce qui n'est pas toujours le cas dans ma vie, hein, mais qui me dit, mec, t'es fait pour ça. T'es fait pour ça. Tu as prié pour que la Manche te laisse passer. Tu as fait tout ce qui était possible. Et quand je me tiens au bateau pour sauter, aller sur la plage, lever les bras et aller démarrer à 2 heures du matin, dans ma tête, je voulais répondre qu'à une question. Est-ce que tu as fait tout ce qui était possible et imaginable pour y arriver? Oui, j'aurais pu nager plus. Oui, j'aurais pu prendre plus de bains froids. En plus, moi, j'ai organisé mes journées pour ne pas faire que ça. Moi, la Manche, le résultat de la Manche n'est pas mon identité.
En fait, je faisais autre chose autour. Je développais une structure, je m'éclatais à faire plein d'autres choses. Bien sûr que j'ai fait des choix pour être là. Mais le jour où j'ai sauté dans l'eau, dans ma tête, j'avais un sourire incroyable. Et en fait, j'avais l'impression d'être aux Jeux Olympiques. Enfin, pour moi, tu me voyais, j'avais l'impression d'être dans ce truc à fond. Enfin, de me dire, putain, je suis fait pour ça. C'est maintenant. Et il n'y avait pas de pression. Et les seules consignes que mon coach avait sur le bateau, elles étaient simples. Il n'y a que si je risquais de mourir qu'il me sorte du bateau. Il n'y a que ça. Malheureusement, il y a eu des morts. Et il n'y a que ça, que ça, que ça. Si tu vois n'importe quel risque, même si je bougonne, même si je crie, tu me sors de l'eau. Mais par contre, dans ma tête, quand je suis rentré dans l'eau, j'étais une machine de guerre. Et pour terminer, qu'est-ce que 42 kilomètres? Parce que pour moi, en tout, ça a été 42 kilomètres sur 1200 kilomètres d'entraînement en une année. Wow. C'est peanuts. C'est rien. Et en fait, j'ai tout fait pour pas que toute ma vie tourne sur cette journée, mais que tout ce que j'ai appris tous les jours, et ça a été beaucoup plus dur que de raconter ça comme ça, mais j'ai rencontré énormément de difficultés, mais ça a été vraiment ça. Et Parce vraiment, que ouais, vas-y. c'est vraiment quelque chose, Greg, parce que, tu sais, tu prends beaucoup de sports où les gens vont s'entraîner, vont se pratiquer, mais ce qu'ils vont vivre lorsqu'ils vont entrer sur leur scène, ils l'ont déjà vécu. Faire 14 heures de nage, tu l'avais jamais fait dans de l'eau Non. aussi froide. Donc, tu connaissais, tu savais dans quoi tu t'embarquais, mais en même temps, tu savais pas à un moment donné, il y a un moment où tu as traversé une ligne où tu n'étais jamais allé. Ouais, complètement. Ah oui, oui, c'est sûr. Et, Mais et- ça n'a pas été 0 ou 1, tu vois. ah, c'est ça. Puis, Et dis-moi, je disais tout à l'heure, Greg, je regardais le vidéo, on te voit arriver, puis je comprends pourquoi on voit que tu travailles fort. Je comprends que le courant, que tu disais qu'il y avait un courant de face. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui touche le fond, son pied touche au sol, là? Qu'est-ce qui se passe dans le, ce moment-là? On est-tu perdu? On est-tu zombie? Ou on est conscient de ce qui se passe? la, toute règle émise par tous les copains qui ont fait la traversée de la Manche te disent, Grégor, quand tu vois la plage de 800, ben, c'est ne regarde pas la plage. Et moi, je leur dis, mais ouais, mais moi, je m'en fous de ton conseil et tout. J'arrive vers la plage de 800 et en fait, on le sait parce que quand on arrive à la plage de 800, le bateau tourne à 180 degrés. Le bateau qui nous suit tourne à 180 degrés. Et ce bateau, tu sais que tu arrives dans le courant de face. Et en fait, tu as soit des baïnes ou tu as, vraiment des très gros courants de face qui arrivent. Et là, tu le sens vraiment. Et moi, j'avais une règle du jeu et je vois que quelqu'un a posé une question sur le biohacking et autres. Oui. Moi, je ne suis pas dans le chiffre. En fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que moi, je n'ai pas de montre. Je travaille beaucoup au ressenti et au feeling. Et quand j'ai eu des entraînements où j'ai dû monter en puissance, ça a toujours été mon coach qui détenait le temps. Et j'avais une règle du jeu avec mon coach, c'est qu'il ne m'exprimait, il ne me donnait pas de temps. Il ne me donnait pas de chiffres. Parce que sinon, si tu me donnes un chiffre, et puis quand tu es dans l'eau tout seul et machin, ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Et en fait, ce jour-là, il m'a fait rire parce que je vois le bateau tourner, il m'envoie mon alimentation, ma gourde et tout ça. Et il me regarde, il fait maintenant, Grégor, il te reste entre 20 minutes et 1h30 pour toucher la plage de 800. Et moi, étant dans mon truc et tout, je le regarde, je lui fais, bah, Mathieu, moi, je le fais en 20 minutes tranquille, tu verras. Ça m'a pris 2h15. Et ça m'a pris 2h15 à passer ce courant. Et en fait, ce truc, c'est que moi, je m'étais préparé à passer ce courant. Et là, j'en viens à ta question. C'est que pour moi, la traversée de la Manche, elle ne se faisait pas quand je mettais le pied sur la plage. Elle se faisait à mon retour en Angleterre. Parce que tu n'as pas le droit de rester sur le sol français. Tu dois retourner en Angleterre. Et pour moi, elle serait terminée au moment donné où je rentrais dans le pub, que je prenais ma ginger beer avec mon coach et que là,
j'allais écrire mon nom parce qu'il y a un bar en Angleterre où tu peux écrire ton nom quand tu as été ceux qui ont réussi en solo à traverser la Manche sans combinaison, donc de manière classique. Et moi, ça s'arrêtait à ce moment donné-là. Et je m'en souviendrai toujours parce que j'arrive et en fait, c'était très perturbant parce que mon cerveau ne comprenait pas. Il y avait une tempête de sable en dessous du courant et mon cerveau ne comprenait pas. Et d'ailleurs, mon coach m'a rappelé cette histoire. Je le regardais, je lui fais, mais Mathieu, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes de nager alors que je peux marcher. Parce qu'il y avait le sable qui était en dessous, qui passait juste en dessous de moi, à 60 centimètres de moi. Et en fait, j'avais l'impression que c'était du sol. Et juste qu'à un moment donné, je plonge un peu pour aller toucher ma main. Et là, je sens que je me fais frictionner la main avec du sable. Et je me dis, non, non, ça ne marchera pas pour aller marcher. Et en fait, je me suis concentré, j'ai accéléré. Et je me souviens de ce moment. C'est quand j'ai senti la première fois, elle touche la plage. Et là, je me dis, c'est bon, mais c'est pas terminé parce qu'il faut se lever. Et d'ailleurs, sur cette fameuse vidéo, tu vois que je me prends une très grosse gamelle. Et en fait, sur cette gamelle-là, j'ai plus de sang dans les membres inférieurs et je dois absolument sortir. J'ai pas froid, hein, il fait pas très froid. Enfin, l'eau est à 16 degrés, mais moi, j'ai vraiment pas froid. Je me sens bien. Et par contre, je dois sortir en dehors de l'eau et lever les bras au ciel pour que le bateau valide officiellement. Et sache qu'il y a des nageurs qui n'ont pas réussi à faire ça. Et donc, ça veut dire qu'officiellement, n'ont pas réussi à le faire. Et donc, Wow! c'est ça qui est vraiment important, c'est que je devais me lever. Excuse-moi, j'ai un peu des flous avec ma caméra, elle bug un petit peu. Et donc, je devais me lever et lever les bras au ciel pour entendre la corne de brume du bateau. Et là, je me souviens et j'ai fondu dans les bras de ma fiancée et j'ai partagé ce moment avec elle. Et il y avait 150, 150, 200 personnes autour, mais moi, je ne les ai pas du tout vues. Je me souviens exactement des mots que j'ai partagés avec ma fiancée. Et là, c'était vraiment un moment vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Qu'est-ce Et, qui nous reste? voilà Ouais. la sensation que j'ai eue, ça a été ce partage-là. Et émotionnellement, j'ai poussé un cri primaire de, de colère, de joie, de frustration, de ce truc-là qui est putain, quoi. Enfin, ok, c'est coché, quoi. C'est putain, t'as fait ça. Et c'était ouais, c'était vraiment une sensation incroyable. Est-ce que ça a été dur pour toi, Greg, après un exploit comme ça, l'adrénaline, what's next? Tu sais, c'est comme C'est ça la si là, question. soudainement, la vie, la routine, le quotidien, t'as-tu senti un vide après ça? Ouais, ça a été très très dur parce que je n'ai pas prévu la suite. Ouais. Et donc, comme je n'ai pas prévu la suite, je me suis retrouvé derrière en disant: «OK, what next?» Je sais pas si tu verras, en fait, l'un de mes rêves était d'écrire dans ce fameux pub, mais tu vois derrière là, j'ai un tableau, c'est une carte marine au format A0 et là, tu as la courbe de ma traversée et je rêvais d'avoir ça. Mais maintenant, what next? C'était vraiment c'est vraiment la question posée. Et donc, j'ai commencé à creuser petit à petit et je suis allé voir d'autres défis. Et j'ai des défis de nage, comme des défis sportifs autour de la boxe en ce moment, qui est un sport qui me fascine et qui n'est pas un sport d'aussi bourrin que ça. La netteté ne marchera pas, n'a pas envie aujourd'hui. Mais c'est vraiment de dire, et en fait, avec le recul, j'aurais dû poser des bases de qu'est-ce que je fais de tout le temps libre que j'avais adossé à ça. Parce que quand tu réussis l'Everest, de ton sport, qu'est-ce que tu fais derrière, quoi. Donc voilà, ça a été, j'ai mis un peu de temps. J'étais sur un nuage pendant un mois, mais après, what else? Ça a été vraiment, vraiment ça, quoi. Qu'est-ce qu'il te reste, Greg, de ça, ou quelle leçon, ou si tu avais un message à lancer à quelqu'un qui a peut-être le goût de, même si c'est pas un exploit quelque part, c'est un défi qu'on se lance à soi. Ça peut être quelque chose de très simple dans la perception des autres, mais dans la perception de soi, ça peut être sa propre manche à traverser. Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil aux gens? En fait, on a parlé de l'intuition au tout départ et que des fois, c'est intéressant d'aller creuser ce que notre intuition nous fait dire. Parce que notre mental peut nous emmener à vouloir fitter avec le système de croyance des gens autour de nous.
Et là, c'est très facile pour moi de parler de tout ça et de faire le malin en disant ah, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Je vais être très honnête avec vous. Moi, si on m'avait dit que j'aurais dû faire 1200 km d'entraînement, prendre plus de 200 bains froids dans l'année, être capable de me faire piquer, je me suis fait piquer par 4 méduses, tout au visage, tout ça, je ne l'aurais jamais fait. Vraiment, sincèrement, je nage à 3,5 km par jour. Par contre, c'est d'arriver à trouver des leviers de kiff dans l'histoire. Et moi, je l'ai trouvé par le partage avec mon coach. Je me suis marré. Enfin, moi, j'adorais passer du temps avec lui. On adorait passer du temps et on est devenus très proches et amis avec mon coach de natation. Et en fait, c'est vraiment dans ce montage-là et ce montage de l'équipe. Donc, un, écouter son intuition. Et deux, peu importe d'où on démarre, je fumais un paquet de clopes par jour. Je me targuais d'être capable de boire une bouteille de vodka avec mes potes en soirée. Aujourd'hui, j'ai totalement changé mon hygiène de vie. J'ai tout retravaillé petit à petit et je ne l'ai pas fait de 0 à 1. C'est un process d'une quinzaine d'années. En fait, ce que je veux dire par là, c'est de prendre un process, de s'y atteler et de regarder quel impact ça a. Et moi, et aujourd'hui, et d'ailleurs, je finirai par cette anecdote-là. 3 semaines plus tard, j'ai un de mes potes qui m'appelle et qui me dit Grégor, t'es trop nul, mais franchement, mais regarde. Je lui fais attends, de quoi tu me parles? Et il me fait est-ce que tu as vu ce qui s'est passé, Sarah Thomas? Sarah Thomas, c'est une nageuse internationale d'ultra distance qui est très peu connue chez moi, mais qui est une américaine incroyable, mariée à un américain incroyable. Le couple est incroyable. Le nombre de kilomètres de nage qu'ils ont fait est incroyable. Sarah Thomas, 3 semaines plus tard, fait l'aller-retour, aller-retour. OK? Aller-retour, aller-retour. Elle a pété le game. Et là, et en fait, c'est vraiment ça c'est vraiment ça dont je veux parler. La différence entre Sarah Thomas et moi, c'est que Sarah Thomas, c'est sa mission de vie et elle est incroyable. Elle est incroyable et un tel respect. Elle a cassé le game. Parce que des mecs qui l'avaient fait 3 fois, il devait y en avoir une quinzaine. Des mecs qui l'avaient fait 2 fois, moins d'une centaine. En France, moi, je suis le 23e à l'avoir fait. Enfin, en fait, on est un très petit nombre, mais on doit être 2500, 3000 en tout à avoir réussi à avoir fait ça. Mais la première chose qui m'est venue en tête quand mon pote m'appelle en disant ah ouais, t'as vu Grégor, t'es nul, oh, t'as pas réussi, t'as vu ce qu'elle a fait et autres. C'est la grande différence entre une envie de défi et sa mission de vie. Et pour les trailers, les ultra-trailers, s'il y en a dans l'histoire, c'est la Kilian Jornet de mon sport. Elle est faite pour ça, elle est incroyable. Allez voir ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Et en fait, c'est ça qui m'a nourri, c'est parce que en fait, je me suis rendu compte après cette conversation, premièrement, c'est oh, t'es nul, oh, ça marche pas, oh, il se passe ça. Mais en fait, en prenant du recul, en me disant, mais Grégor, ok, toi, tu as fait ça, c'est ton chapitre de vie, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Si tu regardes en natation, il y a des mecs qui ont fait des trucs de malades mentaux, mais on n'en entend pas parler parce que c'est pas du foot, ou c'est pas du soccer, ou c'est pas du football américain, ou c'est pas du hockey. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on n'en entend Ouais. pas parler. Et à un moment donné, il faut faire la différence. Et c'est là où je me suis dit, en fait, recalcule tout ça, prends ce que tu as appris, mets-le dans ta mission de vie. Et moi, ma mission de vie, c'est ce que je fais avec toi aujourd'hui. C'est d'aider des gens à trouver leur manche ou à savoir des choses qu'ils veulent aller développer. Et pas que sportif. Intellectuellement, c'est important. C'est ça, il y a plein de tellement de belles choses à aller trouver, à aller développer et à les faire. Et c'est ça qui est incroyable. Et on vit à un moment donné incroyable. Pour le coup. J'entends beaucoup, Greg, aussi dans ce que tu dis, c'est que ce qui t'a permis d'arriver là, c'est que tu étais en amour avec le process aussi. Tu aimais t'entraîner. Donc, c'était pas juste arriver à la fin, c'est que le quotidien pour toi, c'était des beaux moments aussi à chaque jour. C'est ce que je comprends. Et derrière les rêves, si le bonheur est juste le sommet, c'est là que c'est peut-être pas la bonne route, hein? Ne, ne nous mentons pas, tu m'aurais jamais invité, j'aurais jamais fait de TEDx, j'aurais jamais été invité en conférence si j'avais pas fait ça. Faut pas se mentir.
la culture du résultat fait qu'aujourd'hui, je fais partie d'un petit groupe à avoir réalisé ça. Cependant, moi, si tu me demandes, il y a la discussion avec cette femme sur la plage qui est un moment mémorable et d'ailleurs, elle est en train d'écrire dessus. Et ça, et moi, je peux te parler de moments de grâce que j'ai vécu. Parce que te lever à 5h30 du matin pour aller te mettre dans un lac à 12 degrés alors que tu es au chaud dans ton lit et que tu dois manger pour digérer et que tu vas te prendre une séquence d'une heure et quart dans des eaux à température très basse, tu as intérêt d'aimer le process. Parce que toutes les cellules de ton corps vont t'expliquer au tout départ qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Et donc, il faut arriver à trouver un moment là où le play. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est ce que j'aime avec le froid et c'est ce que j'adore avec le froid, c'est qu'après, par contre, après l'avoir fait, la sensation, le sentiment, que ça soit biologiquement parlant, que ça soit tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi, mais ça décuple des sensations. Moi, j'avais l'impression, moi, quand je suis dans l'eau froide, je suis un animal. Je suis en mode animal, mais pas animal agressif, je suis en mode animal. Et en fait, c'est ça que je trouvais vraiment fort. Et j'adorais sortir de l'eau en me disant, OK, ça, c'est fait. Et comme j'ai aimé des entraînements en piscine où je poussais la machine au maximum, à la fin de l'entraînement, j'avais envie de buter littéralement mon coach. Mais aujourd'hui, quand je lui parle, je lui dis, mais ça me manque tellement ça. Ça me Oui. manque que tu me cartonnes comme ça et qu'on aille jusqu'au bout et que j'en sois à aller gerber mes tripes. Me demande pas pourquoi, c'est pas du masochisme, pas du tout, mais j'adorais pousser ça jusqu'au bout. Et j'ai vécu des moments de grâce incroyables. Pourquoi je fais de l'eau libre? C'est parce que quand tu es au milieu d'un lac, tu as fait tes 4 bornes, bah, faut que tu fasses tes 4 bornes de retour. Et que j'ai la chance d'être avec des poissons, que j'ai la chance de voir des poissons, j'ai la chance de voir des dauphins au loin, j'ai la chance de voir des animaux. Et je ne peux pas être plus connecté à la nature qu'à ce moment-là. Et c'est ce que j'aime dans mon sport, c'est que tu ne peux pas faire autrement. Tu es au milieu du lac, tu as une crampe. Bah, tu es au milieu du lac, tu as une crampe. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et c'est ça qui est vraiment important. C'est cette connexion à la nature. Et moi, j'adorais avant d'aller à mes réunions, avant d'aller, c'était de me connecter à la nature à ce moment donné-là ou de partager ça avec mon coach qui me suivait quand j'allais dans des eaux plus froides et lui était en kayak, habillé en pingouin, à côté de moi qui était avec mon slip de bain. Et c'est ça que j'adorais. Écoute, Greg, on pourrait t'écouter encore. C'est tellement fascinant ce que tu as vécu, puis je suis convaincu aussi que tu dois transmettre aussi cette passion-là aux gens que tu accompagnes comme coach, hein. On la sent, elle est présente, cette intensité-là. Ouais. Merci Grégoire de cette intervention-là, vraiment, qui est remplie de belles pépites. Si tu avais un dernier message, peut-être, Greg, à livrer aux gens qui seraient inspirés, que ça les reconnecterait avec ce qu'il y a en dedans d'eux, qu'est-ce que ce serait? Ça va être, ça va être très morbide ce que je vais dire. Mais moi, c'est une question qui m'obsède en me disant, le jour de ma mort, est-ce que je vais penser au nombre d'heures où j'ai regardé Netflix? Est-ce que le jour de ma mort, je vais penser le nombre de fois que j'ai procrastiné devant des vidéos YouTube? Et Dieu sait que je le fais beaucoup. Un moment, et je terminerai là-dessus, on me demande, pour traverser la Manche à la nage, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour traverser la Manche à la nage, il faut nager. Il n'y a pas de secret. Il faut nager. Enfin, c'est simple, c'est bête, mais il faut nager. C'est pas je vais penser à il va peut-être se passer ça et autres. C'est je vais nager, je regarde ce qui s'est passé et je vois parler de biohacking ou ces choses-là. Qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois? Ok, qu'est-ce que je peux lire intellectuellement? Comment je peux me nourrir dessus? Mais qu'est-ce que je vais faire le lendemain quand je vais aller nager? Et en fait, c'est trouver cette espèce de routine qui peut être barbante, mais qui à un moment donné, mis bout à bout, bout à bout, bout à bout, permet en fait d'y aller. Et donc, ne pas négliger les micro-trucs, ou voilà, ces micro-actions et ces micro-choses qui permettent en fait d'y aller et de se mettre en action. Et je terminerai là-dessus, de n'importe où on démarre. J'avais une estime de moi qui était tellement basse. J'étais en slip sur mon canapé rouge
à me demander ce que j'allais faire de ma vie. Ben, on peut faire plein de trucs incroyables, mais par contre, faut se donner les moyens et donc qu'est-ce qu'on est capable de mettre en face et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en face et avec quoi on veut finir à la fin de sa vie. Wow! Voilà. Et vraiment, Greg, merci, merci infiniment. Merci de ta participation. On va s'organiser pour pouvoir diffuser cette belle entrevue-là. Je te laisse aller. Il est déjà 7 heures à Lyon, hein, c'est ça? Ouais, mais je peux rester encore 5 minutes, tu sais, moi, ça me dérange pas. Et s'il y a deux, trois questions, enfin, si tu es OK Écoute, avec ça et si tout le monde est OK avec écoute, ça. je lis la culture du résultat, j'adore. Moi aussi, j'ai adoré on le voit de plus en plus, essayer de mettre ça un peu de côté puis se concentrer sur le processus, très inspirant. Personne qui a marqué en milieu naturel, pas de ligne d'eau, pas de mur, pas de chlore, une vraie Ah ouais. connexion avec la nature dont nous faisons J'ai partie. je me souviens de cet entraînement comme si c'était hier. Avec mon coach, on va au lac à côté de Lyon et lui, on sort le kayak. Moi, je me prépare mentalement à rentrer dans l'eau. L'eau est assez froide ce jour-là. Et en fait, je le vois, il s'habille, il a une cagoule. Enfin, tu vois, vous savez ce que c'est que vous habillez chaudement. Alors lui, encore plus frileux. Et il me regarde et je commence à rentrer dans l'eau. Et en fait, il y a un brouillard et on ne voit pas à 2 mètres. C'est un lac que je connais par cœur, mais c'est dangereux parce que il connaît la résistivité au froid. On n'est pas à n'importe quel moment de l'entraînement. Et il me dit, Grégor, suis-moi. Et donc, on rentre et on ne voit pas à 2 mètres. Ça veut dire que dès que je suis rentré dans l'eau, je me retourne, je ne vois pas de la plage où je suis parti. Donc, les risques d'hypothermie sont forts. On nage pendant 20 minutes, il s'arrête au milieu du lac, il me tend la gourde avec du thé un peu tiède pour me réchauffer. On se parle un petit peu parce que c'est sa seule manière de voir si je réagis et si je ne suis pas en hypothermie. Et tout va très bien. Et je me mets en planche et il me regarde et il fait ça va, je le regarde et je lui dis je voudrais être nulle part autre au monde que là, maintenant, tout de suite. On était dans une espèce de balle de ping-pong. On ne voyait pas à 2 mètres. Et en dessous de moi, il y avait un silure et une carte qui passe. Mais tu sais, ça faisait, je sais pas, ça faisait un espèce de moment, mais féerique. Et je le regarde, tu vois, même là maintenant, je lui dis, mais mec, même si la manche, je la réussis pas, même si ma chance, je voulais être rien, parce que j'avais tellement monté l'entraînement. Et lui, il me déléguait de son temps. Je ne l'avais pas payé pour ça, il voulait être là. Et il y avait ce truc entre nous. Et il me regarde, il fait, et lui qui était un taiseux, vraiment, tu vois, un espèce de mâle ultra taiseux, il me regarde, il fait, bah moi aussi. Et j'en suis sûr qu'il a versé une larme, il ne le dira jamais. Mais en repartant, et on est re-rentré sur le bord, il fait, on ne s'arrête pas, mais et ce moment donné, tu vois, j'ai eu plein de moments magiques comme ça. Wow! J'ai nagé dans des endroits incroyables et cette connexion à la nature, elle est tellement importante. Et moi, l'eau, si je suis un poisson, quoi, j'ai besoin de cette connexion à la nature. Wow! Greg, dis-moi, si on veut te suivre sur les médias sociaux, comment est-ce qu'on peut te retrouver? Yes, tu peux me retrouver donc sur ma chaîne YouTube où je suis en train de redémarrer mes vidéos de YouTube qui s'appelle Grégor Coach. Donc là, c'est l'un de mes défis en ce moment. On peut avoir traversé la Manche à la nage et avoir des défis pour vraiment montrer encore plus ce qu'on a vécu. Donc, tu peux me suivre sur Grégor Coach et sinon sur LinkedIn. Tu vas sur Grégor Osbolt et c'est là où tu me trouves pour m'envoyer des messages. N'hésitez pas à venir me partager et me faire un feedback de ce que je peux améliorer sur mes prochaines prises de parole aussi. Ça, c'est hyper important pour moi. Et voilà, et si tu veux en entendre parler plus, j'ai fait un TEDx sur la traversée de la OK. Manche à la nage. Ah, ben, Donc, je vais le partager avec ma liste à ce moment-là. Hey, merci beaucoup, Greg. On te laisse te diriger vers le week-end. bon week-end, belle fin de journée, enfin, et belle journée à vous tous. Oui, Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et surtout, qui fait le process, enfin, qui fait le moment. Le résultat, c'est incroyable, mais le moment peut vraiment valoir le coup. Vraiment, absolument. vraiment. Hey, merci, Greg. On se revoit. Salut, OK. salut Bye-bye. Patrice, plaisir. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je dois quitter. Je vois qu'il est déjà 1 heure. C'était plus long que prévu, mais c'était tellement, tellement intéressant, fascinant. Je retiens une chose que je retiens beaucoup de ce que Greg a raconté, c'est que d'un, connecter davantage avec son intuition et prendre un plaisir énorme à connecter avec le chemin, connecter avec les obstacles
pour vivre au quotidien quelque chose d'intense et de moins mettre son attention peut-être sur le résultat final, qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas. La personne que vous allez devenir en route vers votre objectif, c'est ce qui compte le plus. Donc, est-ce que vous devenez une meilleure version de vous-même? Est-ce que vous vivez avec plus d'intensité? Moi, c'est un des messages que je retiens de la conférence de Greg. Merci tout le monde. On se revoit vendredi prochain. Un superbe week-end. Pour ceux qui seraient intéressés à rentrer membre de mon académie, les portes ferment lundi soir, donc le 31 au soir. Le 1er février, on est ensemble. Donc, vous allez sur mon site 48heuresparjour.com, 48heuresparjour.com, sous l'onglet ADLP pour Académie de la productivité. Jusqu'à lundi soir minuit, toujours possible de vous inscrire pour faire partie de ce club élite et pouvoir apprécier davantage chaque journée avec intensité en route sur vos objectifs. Salut tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.